Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut les cinéphageux et cinéphageuses. Ouais, bon, peut-être arrêter avec cette phrase d'accroche qui est pas terrible, mais on va faire avec cette fois-ci. Et bienvenue dans ce 5e épisode de la 36e chambre du cinéphage. Et cette fois-ci, après un long détour par le Japon, nous allons revenir à Hong Kong avec un diptyque très important en fait dans l'histoire du cinéma hongkongais, car il s'agit de l'exorciste chinois 1 et 2 de Sammo Hung, enfin même si le deuxième est officiellement réalisé par Ricky Lo. Et donc avant d'attaquer le vif du sujet, nous allons comme d'habitude nous présenter. Donc je suis Aurélien et je suis accompagné par Johan. Donc salut Johan, comment ça va ? Salut Aurélien, ça va bien et toi ? Bah nickel, hein, et bonjour à ceux qui nous écoutent. Avant de commencer, nous allons résumer les deux films en question, même si on est bien d'accord, ce ne sont pas des films qui valent principalement pour leur intrigue. Mais contextualisons quand même, donc je te laisse le soin de présenter le premier volet. Alors, pour donc démarrer, le résumé de l'exorciste chinois premier du nom, donc sorti en 1980. Donc ça raconte l'histoire de Chung, dit le Brave, qui travaille pour un certain Maître Tam, qui est un marchand. Et donc Chung, qui est joué par Sammo Hung, ignore justement que sa femme le trompe avec son patron. Et donc ce dernier, qui voit Chung comme un obstacle, décide sans scrupule de se débarrasser de lui. Et en fait, pour cela, il décide donc de louer les services d'un puissant moine taoïste, dénommé Chin, et qui en fait est en froid avec Choi, qui est son frère, juste entre guillemets, qui lui justement n'est pas d'accord vis-à-vis du fait de jeter un sort sur Chung, et donc il décide d'aller aider ce dernier contre les maléfices, qui vont finir par qui vont mettre tout notre héros sans dessus-dessous. Ok, ouais, c'est clair, hein, c'est bien résumé. Du coup, je vais attaquer un petit résumé du 2 hein, pour contextualiser. Donc, du coup, je vais pas trop m'embêter, hein, étant donné que j'ai un numéro de la revue HK où, grosso modo, l'intrigue du 2 est un peu résumée, donc j'ai pioché dedans sans scrupule. Alors, en gros, donc t'as deux soupirants qui se disputent la main d'une demoiselle. Parmi ces soupirants, il y en a un qui se nomme Oh, qui est interprété par Sammo Hung. Et ce dernier, en fait, peut compter sur l'aide de son maître, qui est interprété par Lam Xingying, et de son condisciple, et d'un fantôme féminin qui viendra aussi les aider. Et leur adversaire, lui, il est acoquiné avec une sorte de chaman sataniste qui opère à partir de crânes, statuettes aztèques et poisons en tout genre. En gros résumé, c'est ça. Et ça reprend un peu le même principe que le premier film. Les deux récits narrent le duel entre deux magiciens, entre deux sorciers, un bon et un mauvais. Donc maintenant une fois ces brefs résumés passés, nous allons entrer dans le cœur du sujet. Et l'exorciste chinois, donc premier du nom, et peut-être considéré comme une date dans l'histoire du cinéma hongkongais, étant donné qu'il s'agit, on dira, du premier film d'un genre qui a été très populaire dans les années 80, qui est vraiment un des genres les plus jubilatoires et inventifs qui soit, étant donné qu'il s'agit de la Ghost Kung Fu Comedy. Après, historiquement, c'est pas véritablement la première Ghost Kung Fu Comedy, étant donné que Liu Xiaoliang, quelques années plus tôt, avait réalisé un film nommé Spiritual Boxer, dans lequel on trouve en germe énormément de choses
qui seront reprises dans la Ghost Kung Fu Comedy, mais avec une forme quand même très différente. C'est-à-dire que Spiritual Boxer, c'est quand même avant tout un pur film d'arts martiaux, et on dirait que la dimension horrifique et l'imagerie fantastique sont quand même moins affirmées que dans ce qui sera produit dans le genre à partir de l'exorciste chinois. Mais ceci dit, c'est quand même important de mentionner le travail de Liu Xiaoliang, étant donné que c'est un film qui parle d'un art martial qui est le Sando, qu'on nomme aussi Spiritual Boxing, et qui est l'art martial au cœur de l'exorcisme chinois. Ben, en fait, c'est assez marrant ce que tu dis sur que ce film soit la naissance de la Ghost Kung Fu Comedy, puisque si on regarde sa date de sortie, c'est 1980. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le premier comme le deuxième s'inscrivent en fait dans tout un courant du cinéma d'horreur, mais qui est pas que hongkongais, mais qui est mondial et qui est plus de l'ordre de la comédie horrifique, donc qui va déferler donc sur le monde durant cette décennie. Et ce qui est un peu bizarre, ce que je vais dire, parce que c'est vrai que ça paraît un peu sortir du cadre du sujet de l'épisode, mais en fait pas tellement. C'est que ça fait partie de ces films, L'Exorciste chinois 2, ou même tous les Mr. Vampire et tous ces films-là qui vont apparaître. C'est-à-dire que c'est des films, si tu veux, c'est un peu au même titre que Evil Dead 2, ou Le Loup-garou de Londres, etc., ou même House. Aussi bien le film de Obayashi que la version américaine de Steve Miner, qui en fait n'ont pas eu la réputation, l'aura de respectabilité institutionnelle comme l'ont pu l'avoir leurs prédécesseurs dans les années 80 en fait. Après, dans les années 70. Désolé de te couper et de te contredire, mais après là, c'est si on se place d'un point de vue occidental en fait. C'est-à-dire que par contre, l'exorcisme chinois est un film en Asie qui a immédiatement été considéré comme une sorte de classique instantané. En fait. Et c'est vraiment un film dès sa sortie, le cinéma fantastique chinois n'a plus été le même, et le film est vraiment reconnu pour ça. Après, c'est vrai que d'un point de vue de cinéphile occidental, c'est moins évident et plus confidentiel. Je suis d'accord. Et en fait, donc je trouve que ce qui est intéressant quand tu contrastes avec le premier et le second, c'est que les films fonctionnent vraiment, c'est-à-dire ont des histoires à peu près différentes, mais comme tu l'as très bien dit, ça repose sur des canevas narratifs qui sont assez identiques. Enfin, un canevas, on va dire un schéma, narratif plutôt qui est assez identique. Comme tu l'as dit, c'est plus des affrontements entre sorciers avec au centre le personnage de Sammo Hung qui est un peu brinque-badé entre les deux, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, si tu regardes bien, ils ont deux approches qui sont à la fois, différents mais complémentaires. C'est-à-dire que d'un point de vue narratif, l'Exorciste chinois 2 fonctionne comme une vraie suite, comme on pouvait en faire dans les années 80-90. Pour prendre des exemples beaucoup plus connus, ça fonctionne sur un espèce d'effet miroir, comme on pouvait l'avoir, je pense, tu vois, sur des films comme Retour à le futur 2, Terminator 2, etc. C'est-à-dire ça démarre par des aspects identiques, mais au sein même des scènes, c'est totalement différent. C'est-à-dire que l'enjeu narratif est assez différent, la manière dont c'est amené, la manière dont c'est traité est assez différent. C'est-à-dire que tu prends le premier exorciste chinois, donc qui s'appelle Spooky Encounters, donc dans son titre international. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ça fonctionne vraiment en deux temps. Tu as la partie effectivement film kung-fu et la partie film de fantôme, mais qui en fait s'entremêle plus au niveau du montage. Parce qu'on va y revenir, effectivement, je pense que ce qui a fait la renommée du film, c'est que aussi bien les scènes d'action que l'humour et le fantastique fonctionnent vraiment sur les raccords au montage, notamment dans la manière d'agencer le découpage, etc. Alors que le 2 fonctionne beaucoup plus sur un aspect vraiment scénique, en fait. C'est à l'intérieur même des scènes que se joue justement, on va dire, le décalage, l'humour et la manière de jouer entre fantastique et kung-fu. Oui, et aussi ce qui me paraît assez important à préciser, c'est que l'exorcisme chinois, c'est clairement, comme je disais, c'est le film qui a lancé cette vague, alors que l'exorcisme chinois 2 est souvent considéré comme le dernier chef-d'œuvre du genre Ghost Kung Fu Comedy, et c'est très intéressant étant donné que
L'Exorciste chinois 2, en fait, quand on voit le film, j'ai l'impression que c'est autant un exorciste chinois qu'un Mister Vampire. C'est-à-dire, c'est vraiment une sorte de synthèse totale de ce que le genre a pu proposer durant une décennie. C'est-à-dire que le premier date de 1980 et le deuxième date de 1989. Et dans le deuxième, on voit un peu tout ce qui a été fait depuis le premier. Je vais m'expliquer un peu, c'est-à-dire que le premier, certes, il a cette structure en fait de duel de sorciers, mais par contre, le deuxième, il y a toujours ce côté duel de sorciers qui est vraiment spécifique au diptyque L'exorciste chinois. Mais par contre, le deuxième reprend énormément de choses de la saga des Mister Vampire, ne serait-ce que la configuration en fait du groupe de héros. C'est-à-dire que dans L'Exorciste chinois 2, le personnage de Sammo Hung, donc qui est toujours le personnage principal, cette fois-ci, c'est un disciple, un disciple un peu gauche, un peu naïf c'est le disciple un peu gauche, un peu naïf d'un prêtre taoïste qui est joué par Lam Xingying. Donc c'est ce type de prêtre taoïste qu'on appelle le Fatsi. Et ce personnage de Fatsi, joué par Lam Xingying, qui est souvent un personnage comique, car derrière ces atours, de grands maîtres dignes, respectables, souvent il va s'avérer un peu pingre, tout ça. Et ça, c'est clairement le personnage de Mister Vampire, en fait, enfin de Mister Vampire 3. Voilà, dans les Mister Vampire, il y a vraiment cette configuration de groupe de personnages où il y a le Fatsi et ses disciples, qui sont des jeunes, un peu gauches, un peu naïfs. Et ça, on le retrouve pas dans le premier Exorciste chinois. Pareil, L'Exorciste chinois 2 a vraiment un aspect beaucoup moins horrifique que le premier film. C'est-à-dire que le premier film, c'est vraiment à la fois autant une comédie qu'un film d'horreur, alors que dans le deuxième, certes, il y a énormément d'éléments horrifiques, mais ça va pas du tout jouer sur sur une tension horrifique comme le premier. C'est-à-dire que dans le premier, l'humour est omniprésent, mais il y a des moments où il va venir en fait jouer comme une grosse rupture de ton durant les scènes horrifiques. L'inverse est tout aussi vrai. Il va y avoir des séquences comiques avec vraiment l'irruption d'éléments horrifiques qui vont faire qu'on va pas savoir sur quel pied danser, etc. Alors que le 2 a un ton, moins basé sur la rupture. C'est-à-dire que le côté humour est omniprésent. L'aspect horrifique fait partie du décorum, mais ça n'a jamais vraiment, l'écriture scénique en fait d'un film d'horreur, contrairement au premier. Et donc c'est en ça, je trouve qu'il se rapproche peut-être plus des Mister Vampire, donc par rapport à ce ton et au groupe de personnages. Donc c'est-à-dire que l'Exorciste chinois 2, j'aurais tendance à penser que ça peut être considéré à la fois comme un exorciste chinois et aussi comme un Mister Vampire d'une certaine façon. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la structure narrative de l'Exorciste chinois 2 et des liens que tu évoques avec Mister Vampire. En le revoyant, je me suis posé la question de savoir si c'était pas l'Exorciste chinois 2, le pendant sale gosse d'Histoire de fantômes chinois qui était sorti 2 ans auparavant. Ou alors est-ce que c'est plus lié effectivement, comme tu dis, au genre en général et qu'il y avait déjà d'autres d'autres productions qui utilisaient les mêmes schémas en fait, comme tu l'as dit. Bah je sais pas, c'est vrai que dans beaucoup de choix esthétiques, voire même de photographie, etc., on retrouve l'influence du travail de la Film Workshop sur l'histoire de fantômes chinois. Mais après, je sais pas si on pourrait vraiment l'affirmer, étant donné que Histoire de fantômes chinois, par exemple, le personnage de Joey Wong et le traitement des personnages de fantômes féminins, avec ce côté entre guillemets poétique, avec les un peu évanescent, avec les drapés, tout ça et tout, c'est quand même aussi quelque chose qu'on retrouvait 2-3 ans avant Histoire de fantômes chinois dans Mister Vampire avec le personnage de Pauline Wong. Donc j'aurais un peu tendance à penser que les films de Tsoyark et de Sammo se répondaient mutuellement en fait. Pour en venir justement à ce qu'on disait sur les différences entre les deux, c'est vrai que je te rejoins totalement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un aspect beaucoup plus horrifique qui est prononcé sur le premier que sur le 2. Le 2 me fait plus penser à une fable, tu vois, une fable paillarde, alors que le premier joue vraiment en fait, on va dire, avec des codes visuels qui sont très,
qu'on retrouvait déjà dans des films précédents. Tu sens par exemple que, je pense notamment dans le premier, il y a tout un passage avec des guerriers fantômes, tu prends l'éclairage, il est bleuté, rouge, tu penses tout de suite au film de Dario Argento. Tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, tu as effectivement un aspect très Hammer film dans les scènes avec le cimetière, enfin le cimetière, les tombes, etc., ou même la manière de fonctionner des gags qui en fait fonctionnent comme on va dire des personnages qui contrôlent d'autres entités corporelles. C'est-à-dire, et qu'en fait tout le timing comique vient de ça en fait. C'est une timing comique burlesque, mais appliqué justement à un décorum de fantasy, enfin de d'horreur chinoise. Et en plus, ce qui moi m'avait marqué, et quand tu parles de l'aspect horrifique qui est assez prononcé, j'aimerais toucher un mot sur la, la production design justement qui change entre les deux films. C'est vrai qu'effectivement le premier, ce qui est génial, c'est que dans le premier, tu as effectivement ce décorum qui fait très justement film de comédie kung-fu des fin des 70, qui est les Yen Wu-ping, les Jackie Chan de du début de sa gloire. Et en même temps, tu as effectivement ces emprunts qui sont certes visibles à on va dire des codes justement qui sont plus issus, on va dire des codes visuels qui sont plus issus du cinéma d'horreur européen en particulier, peut-être même beaucoup plus qu'américain. Et effectivement, alors que dans le 2, tu es tout de suite justement comme tu dis, le drapé, quelque chose qui a beaucoup plus à voir effectivement avec tout ce qu'on avait effectivement du côté de la Film Workshop ou de ces compagnies-là, notamment dans le traitement du fantastique, avec comme tu dis cette espèce de Bradley. Il y a une facture qui est beaucoup plus entre guillemets élégante, peut-être parce qu'ils avaient effectivement plus d'argent, puis parce que le système était effectivement du cinéma hongkongais des années 80 était à cette époque à son apogée, mais c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus, on va dire beaucoup plus soyeux qui effectivement change radicalement avec le ton, avec les ruptures, notamment dans le traitement des ruptures de ton, avec justement le premier volet. Oui, mais d'ailleurs, pour rebondir voilà sur l'aspect horrifique et les influences de Sammo Hung, bah là je vais citer un ami qui nous écoute et qui se reconnaîtra. Donc salut à toi Toto-san. Il a eu l'occasion de rencontrer Sammo Hung lors d'un festival à Hong Kong. Et Sammo Hung, donc durant cette conférence, a parlé donc de sa cinéphilie et de son intérêt pour le cinéma d'horreur. Et en gros, il racontait que avec Jackie Chan, Yuen Biao, tout ça, quand ils étaient dans la troupe des 7 petites fortunes, que mis à part l'entraînement, leur loisir principal, c'était aller voir des films au cinéma, donc durant les années 60, que des fois voilà, ils s'échappaient d'où ils étaient pour aller mater des films. Donc ils disaient que c'était principalement des westerns, des comédies musicales, du muet et aussi du cinéma d'horreur, et que Sammo Hung avait vraiment un goût particulier pour le cinéma d'horreur. Et par exemple, il a parlé de sa découverte, par exemple, des films de Dracula, de la Hammer, etc. Et mais ceci dit, ces influences viennent aussi des histoires de fantômes que les instructeurs lui racontaient, justement quand il faisait partie des 7 petites fortunes. Par exemple, il s'agissait d'histoires qui étaient basées sur le folklore du sud de la Chine. Et d'ailleurs, dans le commentaire audio du DVD HK Legend de l'exorciste chinois, il y a Bei Logan, donc le directeur de la collection et grand spécialiste du cinéma de Hong Kong, parle aussi de certains films hongkongais qui ont influencé Sammo Hung sur l'exorciste chinois. Et ce sont des films des années 70 sur lesquels Sammo Hung œuvrait comme réalisateur des séquences d'action et chorégraphe, mais avant même qu'il soit connu. C'est vraiment des films qui faisaient partie de ses premiers travaux. Et certains de ces films, en particulier un dont je vais parler, étaient des films d'arts martiaux, mais qui avaient quand même un style visuel hérité du cinéma d'horreur. Et il mentionne en particulier un film de Lo Wei, donc Lo Wei qui est surtout connu pour ses films avec Bruce Lee, mais celui-ci est sans Bruce Lee, et c'est un film qui se nomme The Comet Strikes. En fait, c'est un film de sabre, un wuxiapian, qui visiblement a une atmosphère très influencé par le fantastique. C'est vraiment un wuxiapian dans lequel l'action compte autant que la dimension atmosphérique, et le film aurait été visuellement très influencé par les films de la Hammer. Et ce sont des éléments d'imagerie en fait que Sammo Hung réutilisera lorsqu'il s'agira de créer l'esthétique de la ghost kung fu comédie avec l'exorciste chinois. Mais après, quand on regarde l'exorciste chinois,
on remarque qu'il y a bien sûr d'autres films, principalement des années 60, donc l'époque où Sammo Hung a forgé sa cinéphilie, d'autres films des années 60 qui sont convoqués. Genre, par exemple, je trouve que c'est difficile de ne pas penser à deux films en particulier. Quand on regarde L'Exorciste chinois, et ces deux films sont Le Bal des vampires de Polanski et le film Vige ou le diable, qui est film fantastique russe qui avait été supervisé, même s'il n'est pas crédité comme réalisateur, par Alexandre Pouchko, qui est grand spécialiste des effets spéciaux du cinéma de l'âge d'or russe. Parce que c'est vrai qu'un film comme Vige, c'est vraiment un film qui va mélanger comédie et horreur au sein de la même séquence, avec un ton très particulier, et qui va aussi jouer des fois sur des idées, en fait, des dispositifs de séquence, des concepts en fait qui font quand même beaucoup penser à L'Exorciste chinois, étant donné que Vige, c'est un film dans lequel le héros doit passer 3 nuits enfermé avec un revenant. Et cette situation, on la retrouve clairement dans L'Exorciste chinois, où le personnage de Sammo Hung doit passer une nuit complète dans un temple. Et donc il va lutter toute la nuit, en fait, pour pouvoir voir à nouveau le lever du jour, car c'est littéralement une nuit infernale, qui est aussi d'ailleurs un principe qu'on retrouvera dans Histoire de fantôme chinois de Tsui Hark et Shin Soo-tung, dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi un autre film qui a visiblement beaucoup influencé Sammo Hung, qui est aussi un film fantastique des années 60, et qui pour le coup est un film japonais. C'est Kwaidan de Masaki Kobayashi, parce que je pense en particulier. Il me prend par les sentiments, ce mot. Oui, parce que je pense en particulier à une idée qui est vraiment une des idées les plus marquantes de L'Exorciste chinois, qui était aussi une des idées les plus marquantes de Kwaidan. C'est cette idée de textes sacrés qui sont peints sur l'intégralité du corps afin de chasser les esprits. D'ailleurs, oui, c'est une idée aussi qui sera reprise à peu près à la même époque que L'Exorciste chinois dans un film occidental cette fois-ci. Ah, je sais. Vas-y. Je crois que c'est un film avec Arnold. Si je dis grand film avec Arnold. Oui, oui, Conan, quoi. Conan le barbare. Oui. Exactement, ouais. Et ensuite, pour continuer à faire des liens entre L'Exorciste chinois et d'autres films horrifiques, je trouve que dans son traitement de l'épouvante, principalement dans le premier Exorciste chinois, il y a un aspect morbide qui est très proche de ce qu'on pouvait voir dans les films de magie noire qui se situent en Asie du Sud-Est, qui étaient produits principalement à la fin des années 70 et au début des années 80. Par exemple, je pense à des productions donc hongkongaises comme les de la Shaw Brothers, comme les Black Magic de Oh Manghua, voire même certains films d'horreur indonésiens de la même époque. Alors, par exemple, la première version de Queen of Black Magic, qui est un film que je recommande chaudement d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment cet aspect, épouvante tropicale. En fait, ça grouille de vers, d'insectes dégueulasses, genre les gros mille pattes, des serpents, et avec une atmosphère très moite et une esthétique de la putréfaction qui peut faire penser à certains films de Fulci, comme L'Enfer des zombies, par exemple. Mais par contre, avec un folklore qui est totalement différent de celui des films de Fulci. Mais on y reviendra. C'est marrant parce que ce que tu dis sur le rapport avec la putréfaction, tu le retrouves beaucoup dans le 2. Je pense à notamment l'affrontement entre Sammo et les deux, on va dire les deux cadavres, justement, et tu as vraiment un malaise qui est fait à ce niveau-là, au niveau de la putréfaction, et c'est marrant parce que je m'étais dit en le revoyant que ça me faisait penser à du Lucio Fulci, justement. Mais tu sais vraiment que le malaise et tout vient de là, en fait. Tu vois, ce côté, il arrache la tête à un moment, t'as tous les espèces de cafards et de vers qui s'endorment, puis la caméra insiste beaucoup dessus, en fait, jusqu'à ce qu'il en soit recouvert, en fait, et que son esprit quitte son corps, en fait. Ouais, mais ça, c'est ce genre d'idée, ouais, c'est clairement le genre de truc qu'on pouvait avoir dans les films indonésiens début des années 80, donc les productions Rapifilm, comme je disais, comme Queen of Black Magic ou The Warrior. Je pense vraiment que Sammo Hung devait regarder ces films-là à l'époque et a dû pas mal s'en inspirer, voire même plus que de Lucio Fulci, même si je serais pas étonné que Sammo Hung connaisse Lucio Fulci, étant donné que ça a quand même l'air d'être un fantasticophile averti,
alors que c'est vrai que généralement quand on parle de Sammo Hung, c'est pas la première chose qui nous vient à Non, l'esprit. c'est vrai qu'effectivement, on va plus parler de lui pour la manière dont lui et Jackie Chan ont révolutionné le cinéma d'arts martiaux en apportant plus des dynamiques d'humour, soit burlesque, et chez Sammo Hung, qui est encore plus prononcé, c'est vraiment de l'humour paillard, en fait, qui trouve ses origines dans les traditions, justement, de Chine ou d'Asie du Sud-Est. Mais par contre, ce qui est assez marrant pour rebondir sur ce que tu dis sur le mélange des genres, ça me rappelle un film que j'ai découvert récemment et que je recommande vivement, qui est Tigre Blanc, de Yen Woo-ping. Ouais, c'est génial ça. Putain, extraordinaire. Mais qui fonctionne aussi sur ces ruptures de ton. C'est-à-dire que mais alors c'est différent puisque là c'est pas du tout on va dire le film de fantôme. Non, c'est du giallo quoi. C'est du giallo en fait. C'est un mix entre la comédie kung-fu, le giallo et même un petit côté whodunit à la Sherlock Holmes en fait. Bah comme dans les giallo justement. Et justement c'est ce que je trouve fascinant, c'est-à-dire que c'est l'impression qu'en fait aussi bien Sammo Hung que Yen Woo-ping, enfin tous ces artistes martiaux, ça arrivait justement au même moment, c'est-à-dire à la fin des années 70, début 80, avec cette idée où tu sens que c'est concret, c'est-à-dire qu'on sent qu'on va s'amuser à mélanger les genres pour essayer de dynamiter ce qu'on avait déjà pu faire auparavant, etc. Mais c'est-à-dire ce que je trouve génial dans Tigre Blanc et donc par extension dans l'exorciste chinois, c'est cette manière qu'ils ont d'essayer de tout faire, d'harmoniser l'ensemble. Comme je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau justement dans l'exorcisme chinois premier du nom, c'est vraiment la question du montage et en fait à travers justement la manière dont justement les sorciers prennent possession des corps et leur font faire tout et n'importe quoi. Et en fait la manière dont ça joue sur ça. Alors que quand tu vois effectivement le deuxième opus, on est totalement dans une logique plus de, je dirais, de conte. Et en fait, tu sens que c'est comme si en fait tout le mélange des genres qui était on va dire pas en germe, mais qui était travaillé dans le premier, dans le 2, il est totalement organique. Je sais pas si c'est le bon terme, si ça fait un peu pompeux, mais c'est l'impression que ça me donne en fait. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, comme on disait tout à l'heure, dans le premier, on sent vraiment cette volonté de jouer sur des ruptures de ton très fortes entre la comédie et l'horreur. Voilà, qui serait un film qui est censé surprenant, alors que dans le deuxième, en fait, oui, il y a ce côté beaucoup plus organique. En fait, les deux genres arrivent à se fondre parfaitement, et donc finalement, ça joue moins sur la rupture. Mais ce que j'apprécie énormément dans le travail de Sammo Hung, en ce qui est dans son approche de la comédie et du fantastique, c'est que c'est un cinéaste, quand il fait des exorcistes chinois, je trouve, surtout dans le premier, qu'il a tendance à traiter son imagerie horrifique, c'est-à-dire le folklore, le bestiaire, etc., avec un véritable premier degré. Oui. Mais par contre, il développe parallèlement un comique de situation, mais aussi un comique de gestes burlesques, car tout est extrêmement chorégraphié chez Sammo Hung. Mais comme je disais, il développe un comique de situation autour de cette imagerie, mais sans pour autant la prendre en dérision. Et en cela, je trouve que justement, ça peut se rapprocher de certains films qu'on a mentionnés tout à l'heure, comme Le Bal des Vampires ou Vige, par exemple, qui sont aussi des films dans lesquels l'imagerie est vraiment traitée avec respect et premier degré, ce sont des situations comiques en fait qui vont se développer au sein de cette imagerie, et l'humour vient de là, et non pas d'un regard un peu ironique sur cette imagerie en fait. Moi, ce que je voulais rebondir dessus, c'était pour toi, parce que on a beaucoup parlé de Sammo Hung, mais Ricky Lo sur le 2, qui a vraiment la responsabilité sur le 2? Parce que tu me disais, le premier, tu vois que c'est Sammo, et c'est vrai que bon, il est réalisateur, scénariste, donc et chorégraphe d'action, alors que sur le 2, c'est Ricky Lo qui est crédité en tant que réal, mais en même temps, il y a quand même la forte patte de Sammo Hung aux chorégraphies et tout. Alors, qu'est-ce qui pour toi vraiment, et ça c'est une question que je voulais te poser vraiment, parce qu'on voit tout de suite la différence de facture visuelle entre le 1 et le 2, mais est-ce que pour toi, il y a vraiment une patte Ricky Lo qui est beaucoup plus prégnante sur le 2, toi qui connais beaucoup plus Ricky Lo, que celle de Sammo Hung en fait? J'aurais quand même du mal à me prononcer, je dois avouer. Alors disons que dans le 2, je trouve que la patte de Sammo Hung, elle est évidente, étant donné que c'est le action director du film. Et comme c'est un film qui est quand même constitué, on dira au moins à 70% de séquences d'action, donc par conséquent, on sait que Sammo Hung a réalisé au moins 70% du film. Après, ceci dit, Ricky Lo, c'est vrai que c'est un cinéaste que j'ai jamais véritablement réussi à déterminer
une patte particulière chez lui. C'est-à-dire c'est un artisan tout à fait compétent, mais c'est vrai que la plupart de ses réussites sont quand même des films qui sont souvent produits, voire supervisés de loin ou de près par Sammo Hung. Et d'ailleurs, Rikilo, si je ne me trompe pas, il a commencé comme chef-op pour Sammo Hung. Il a toujours été lié en fait au cinéma de Sammo. Et c'est vrai que quand on voit l'Exorciste chinois 2, oui, on peut trouver que ça fait penser à Mister Vampire, par exemple, par rapport à l'esthétique, au ton. En même temps, Mister Vampire était déjà une production Sammo Hung. Donc c'est pour ça que je saurais pas trop quoi dire, parce qu'en plus, en ce qui concerne l'esthétique et la mise en scène de l'Exorciste chinois 2, certes, ça ressemble pas énormément au premier exorciste chinois, mais par contre, je trouve que dans pas mal de partis pris et de figures de style, ça se rapproche de ce que Sammo Hung pouvait faire à la même époque dans un film comme Pedicab Driver, par exemple. Ne serait-ce que sur l'utilisation des ralentis un peu saccadés qui deviendront un peu sa marque de fabrique, qu'on retrouve dans les deux films. Puis même l'utilisation du format qui est le 1,85 et non plus le 2,35 comme sur l'exorciste chinois, ou voilà, l'utilisation du format dans Pedicab Driver et dans l'exorciste chinois 2 est par moments assez proche en ce qui concerne les compositions, certains jeux sur les profondeurs de champ, tout ça. Donc ben je ne saurais trop dire concernant Rekilo. Quand on parlait de l'humour de Sammo, c'est vrai qu'effectivement, il y a un truc qui m'a marqué dans les deux films, c'est la manière dont justement ça joue sur le quiproquo, en fait. C'est-à-dire que tu as des situations qui pourraient presque faire penser à c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais j'ai pas d'autres termes, du théâtre de Bouvard, mais qui sont justement dynamitées par tout l'aspect fantastique qui vient apporter un plus-value à l'ensemble, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que dans le premier, c'est assez, comment dire, tu sens effectivement le côté, comme on disait, horrifique prononcé, mais vu que le 2 se rapproche plus d'une fable paillarde, on va beaucoup plus jouer avec le folklore sur les animaux, genre les cochons, etc. Et c'est ça, moi, que je trouvais intéressant, c'est-à-dire c'est la manière dont les deux films se répondent de manière totalement harmonieuse dans leur traitement de l'humour, et justement la manière dont on sent qu'il y a une sorte de fluidité en fait, mais de fluidité qui est beaucoup plus dans la réal dans le premier et dans le 2 se répercute justement sur le traitement du folklore local en fait. Je voulais juste revenir en fait sur les collaborateurs qui sont présents dans les deux films, puisque mine de rien, bah, il y a quand même du beau monde et qu'on connaît. Alors moi, il y en a un qu'on a pas mal évoqué, mais qui est dans le premier. Bon, c'est le fameux. Donc il y en a deux, c'est Wuma qui donc qui plus tard va être connu justement qui est présent dans le premier exorciste chinois qui joue Ko et qui est en fait donc qui deviendra un des habitués de son genre de ce genre et en fait on va Ouais, dire après son rôle. Ouais, Wumaz, on dira, c'est tout simplement un habitué du cinéma hongkongais parce que moi, ça me fait rire parce que j'ai l'impression que, on va dire, 2 fois sur 3, voire même plus, quand je regarde un film HK, il y a Wumaz dedans. J'ai l'impression, en fait, que c'est le mec, en fait, qui devait dormir sur les plateaux, tu sais, être toujours sur un tournage parce Oui. qu'il est partout, quoi. Et en fait, bah, le second, alors là, bon, là, ça me fait rire parce que bon, quand tu connais les relations de travail entre les deux, c'est qu'il y a, il y a, il y a Yen Biao dans le premier qui joue le vampire justement. Et puis comme il s'en prend plein la gueule dans Hmm. le premier, bon, on connaît en plus les relations entre Samro, Jackie et Yen Biao. Yen Biao, c'était vraiment celui qui était surnommé petit frère, et c'était celui qui était un pas le souffre-douleur, mais c'était vraiment que c'était le plus jeune, et d'après ce que j'avais compris, il le chamaillait pas mal. Donc c'est vrai que c'était... Donc voilà, donc c'est vrai que tu te dis, bon, il joue le vampire dans le truc, donc tu fais, enfin le fantôme, et tu fais, ouais, ok, donc il a dû en... Le pauvre, il a dû en baver, parce que quand tu vois comment il s'en prend pas la gueule dans le film. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu as Rikilo dans le premier qui joue un rôle qui fait de la figuration en tant que conducteur. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui devient donc le réalisateur du second opus. Et en fait, donc parmi les acteurs du second opus, il y en a un en particulier qui fait le combattant serpent à la fin du film, qui est un peu particulier, qui s'appelle Colin Chou,
Et Colin Chou, bah, pour faire simple, c'est-à-dire que tout le monde va nous dire et qui c'est ce gars, il a joué dans quoi? Et ben c'est tout simplement Seraph dans Séraphin, oui. Matrix Reloaded et Revolutions en fait, qui était donc un acteur cascadeur et qui a notamment été pas mal l'assistant donc sur de nombreux, on va dire justement classiques du l'âge d'or de Simashka. Et puis il a fini par être associé pas mal à Yen Wuping notamment, et qui l'a suivi notamment dans son exil, on va dire exil entre guillemets aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est assez marrant en fait. Moi, c'est toujours le truc que j'aime bien en fait quand tu revois ces films-là, c'est que tu te dis que certains en fait que tu voyais au deuxième, troisième rang dans ce genre de production, enfin après sont devenus des cadors et tout, enfin des cadors dans leur domaine et tout. Et en fait, ce que je voulais revenir dessus, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des animaux. Moi, ce que j'apprécie en fait, c'est que dans le premier comme dans le second, c'est la manière de jouer sur les techniques de kung-fu, mais de version animale. Ce que j'aime beaucoup dans le premier exorcisme chinois, c'est Sammo va refaire la technique du singe, mais limite, je me demande d'ailleurs si le décor est pas le même, mais de la même manière qu'il avait fait faire à Yen Biao dans Knockout, qui était un autre Ah, Knockabout. Ouais. Knockabout, voilà. Mm. Et de la même manière, en fait, c'est exactement là. Mais encore une fois, et je me demande d'ailleurs si c'est pas le même décor, justement en plus de la technique, mais si c'est pas le même décor dans lequel a lieu la scène de Knockout, donc le climax de Knockout, dans lequel justement tu as la fight avec la technique du singe. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le même décor que dans où a lieu cette technique que dans Bah, l'exorciste chinois. en fait, ce serait pas étonnant parce que il me semble que Knockabout, c'est aussi une production Golden Harvest, hein, comme la plupart C'est des ça, films de Raymond Sammo Hung Chaude. de la fin des années 70, début des années 80. Et en fait, même si c'était les grosses prods HK de l'époque, hein, les Golden Harvest, ils avaient quand même assez peu de décors. Donc c'est très souvent les mêmes décors qu'on revoit de film en film, sauf qu'ils sont agencés un peu différemment, voilà, pour donner une personnalité à chaque métrage. Mais du coup, ce que tu dis n'aurait rien d'étonnant. Et d'ailleurs, je voulais quand même rebondir sur ce que tu disais sur les styles de combat. Alors, il y a quelque chose que je trouve vraiment très sympa dans les exorcistes chinois, c'est que les deux films se répondent en fait pas mal sur certaines techniques employées, sur certains concepts en fait de chorégraphie. C'est-à-dire que dans le 1, tu parlais de la séquence du style du singe, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le 2, mais d'une façon totalement différente, avec vraiment un autre regard. Puisque dans le 2, il y a une séquence de combat avec la technique du singe, mais en fait, c'est le personnage là, du disciple du méchant sorcier, donc cette espèce de petit personnage veule, fourbe, totalement détestable, qui est vraiment, c'est aussi un archétype de Ghost Kung Fu comédie, ce genre de personnage de fourbe. Hein. D'ailleurs, souvent, je les trouve très délectables, hein, ces personnages, ils me font beaucoup rire. Et t'as une scène où en fait, il boit une potion préparée par son maître et ça lui permet d'exécuter les mêmes mouvements qu'un singe qui se trouve au même endroit que lui. C'est-à-dire que quand le petit singe fait des acrobaties, envoie des coups de patte, ben lui, il fait exactement les mêmes mouvements que le singe. Et je trouve que c'est une façon vraiment sympa de reprendre un élément du premier film, mais agencé totalement différemment. Et dans le même ordre d'idée, je pense aussi à la scène dans le premier film, où à un moment, le sorcier contrôle un Gyonshi. Alors, le Gyonshi, c'est le vampire chinois. Et le sorcier, il contrôle un Gyonshi à distance. Et toute cette séquence de combat, elle est basée sur une opposition entre le style très acrobatique de Sammo Hung et le style extrêmement rigide du vampire. Et cette idée, que je trouve déjà brillamment exécutée dans le premier exorcisme chinois, je trouve qu'elle sera transcendée dans le second, lors du climax de fin où le groupe de héros affronte des momies, et des momies aussi pareil qui se battent avec ce style extrêmement rigide en fait. Et je trouve que là ça pousse le concept vu dans le premier encore plus loin. Et avec ça, je trouve qu'il nous offre même une des séquences de combat les plus mémorables de sa carrière, et c'est ce qui n'est pas rien d'ailleurs. Ben écoute, juste pour te dire qu'en plus, ce qui est génial, c'est l'utilisation qui est faite des momies, parce que justement, ça utilise encore une fois, c'est-à-dire que quand il les perce, t'as une espèce de fumée qui se dégage automatiquement et ça crée tout de suite un effet sur la scénographie qui est, excuse-moi de l'expression, hein, mais hyper stylé, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas Ouais. d'autres mots, mais c'est vrai que ça rend super bien. Voilà, c'est super cinégénique.
Mais en même temps, en fait, ce que je trouvais intéressant dans ce climax, c'est que tu as à la fois du fantastique, justement, à la Universal Monster, dans un décorum qui évoque justement tout ce qui est la fantaisie chinoise, et en même temps, t'as justement ces espèces de techniques de combat qui évoquent justement des animaux, qui créent en fait ce mélange un peu détonnant, et en plus de ça, t'as l'explosion finale qui renvoie à celle du maître, du marin des mers de Chine, le Climb, Oui, qui avec d'ailleurs, le exactement marin la des mers même de Chine, utilisation du ralenti à la fin, la même qui d'ailleurs, utilisation. le marin des mers de Chine, maintes fois, et en particulier par une chaîne YouTube que j'aurais tendance à recommander, qui est la Maison du cinéma asiatique Ah de Arnaud merde, tu me Lanique. devances dans ma reco, Où... mais c'est pas Ah, grave, ben, tant mieux. voilà. Et en fait, le Marin des mers de Chine, c'est un film qui, on peut dire, a été co-réalisé par Sammo Hung. C'est autant une œuvre de Sammo Hung que de Jackie Chan. Et effectivement, il y a des figures de style qui sont propres à Sammo Hung dans ce film, dont celle dont tu parles à l'instant. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'au final, les deux films, ça va un peu répéter ce qu'on a dit tout au long de cet épisode, mais en fait, c'est un vrai diptyque qui se répond aussi bien au sein enfin, je veux dire, au sein de leur production, au sein de leur conception, mais en même temps, en fait, ils se répondent bien avec notre regard de spectateur. C'est-à-dire, bah, effectivement, ce qui est embryonnaire dans l'un va finir par être omniprésent dans l'autre, et vice-versa, en fait. Donc, c'est en fait deux films qui se répondent très bien, et c'est un diptyque que je trouve très attachant, en fait. Très libérateur quelque part aussi dans la manière justement de marier les genres, etc. Enfin, je trouve puis c'est quelque part, je trouve que c'est des belles leçons de cinéma artisanal en fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, ce que j'apprécie vraiment dans ces films, c'est le fait que ce sont des films qui ne se prennent pas au sérieux, Oui, mais qui sont faits avec le plus grand des sérieux, en fait. Et par exemple, je pourrais mentionner une chose dont Bey Logan parle dans son commentaire audio, qui est le fait que l'exorcisme chinois, la plupart des séquences d'arts martiaux se basent sur une forme de boxe chinoise dont je parlais un peu plus tôt, qui s'appelle le Sando, et qu'on appelle aussi la boxe spirituelle. Et c'est une boxe en fait qui est liée au précepte taoïste. C'est-à-dire, c'est une boxe voilà qui prend en compte un peu tout ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire voilà les parchemins magiques jaunes ou par exemple les bâtons d'encens qui symbolisent la terre, le paradis et l'homme, ou par exemple tout le rapport au yin et au yang avec le thé qui va représenter le yin, l'eau qui va représenter le yang, le riz qui va représenter les deux énergies, etc. Ça, ce sont vraiment des préceptes taoïstes qui sont pris en compte dans le Sando. Et d'ailleurs, Sammo Hung, quand il tournait l'exorcisme chinois, il a fait venir d'authentiques pratiquants de Sando sur le plateau afin de le guider dans son travail de chorégraphe et aussi afin d'assister le décorateur et le directeur artistique pour que le film soit conforme aux véritables pratiques taoïstes. Voilà, c'est donc ce qui démontre, comme je dis, que c'est un film qui est fait avec beaucoup de sérieux, d'application, alors qu'il ne se prend pas au sérieux. Et d'ailleurs, je vais rebondir en disant que pour moi, une des grandes qualités, une des grandes qualités du film, ça vient vraiment de la mise en scène de Sammo Hung qui est très très réfléchie, même si les films sont entre guillemets déconnants. Par exemple, Sammo Hung dans ces deux films, et c'est quelque chose que j'apprécie dans la Ghost Kung Fu comédie et qui en fait un des genres que j'affectionne le plus, c'est que chaque séquence d'action se base sur des concepts et des idées qui sont complètement folles en fait. Il y a vraiment une imagination, une inventivité décomplexée dans ces films. Genre par exemple dans le 2 ou dans le 1, je sais plus, je crois que c'est dans le 2, il y a ces principes, mais c'est une idée parmi tant d'autres, hein, parce que les films ils regorgent d'idées complètement folles, mais il y a ce principe de combat qui se déroule à distance sur plusieurs dimensions, avec par exemple les sorciers derrière des hôtels qui contrôlent des projections d'eux-mêmes qui vont s'affronter. Et c'est le genre d'idées, ça et tant d'autres idées dans les films, qui sont des concepts très fantaisistes et qui sont pas du tout évidents en fait. C'est pas du tout évident de les rendre intelligibles à l'image. Et pourtant, Sammo Hung, il arrive à rendre tout ça parfaitement clair et lisible, à rendre le concept évident
Et je pense que ça vient vraiment de sa science du découpage et de la gestion de l'espace qui est, enfin, faut le dire, il est de ce côté-là, il est virtuose le mec. Hein. Et il exploite et en plus, il exploite au maximum le potentiel offert par ses concepts. C'est-à-dire le type, il a une idée folle, mais il va pas juste contenter de l'idée, il va vraiment l'essorer pour en sortir en fait tout ce qui peut être exploité à partir de cette idée. Ouais, on pourrait dire sur ce point-là, c'est un peu l'anti-Denis Villeneuve. Oui, je sais, c'est totalement gratuit et hors de propos ce que je viens de dire, mais voilà, c'est dit. Stop, on va arrêter avec les Oui, références. Sinon, on les va trois quarts arrêter. vont partir. Les gens qui nous écoutent vont partir. Non, non, mais vous avez le droit d'aimer Denis Villeneuve, on ne le jugera pas. Hein. Oui. Bon, ok. Bah écoute, je pense que honnêtement, t'as tout dit. Là, je pense qu'on peut pas faire mieux, si ce n'est vous recommander de voir le Ben film. après, si je voulais juste revenir sur deux trois petits trucs aussi. Ah, vas-y alors. C'est par exemple, ben, quand on parle de l'exorcisme chinois, notamment du premier, c'est difficile quand même de ne pas parler de la conclusion, en particulier du plan final Ah, et qui qui se a retourne en deux marqué aussi. qui a marqué beaucoup de personnes, pas forcément en bien, et ça se comprend. Et en fait, c'est vrai que bah, par rapport à ce plan final et à pas mal d'autres choses dans la filmographie de Sammo Hung, ce dernier a souvent été taxé quand même de cinéaste misogyne, ce qui peut se comprendre. Parce que c'est vrai que chez Sammo Hung, les personnages féminins, ben, on va dire, elles s'en prennent souvent plein la gueule, en fait. Y compris le Et fantôme dans le 2 justement. oui, y compris le fantôme dans le 2 et l'épouse de Sammo Hung dans le 1, avec ce plan final quand même qui est hallucinant de violence en fait. Enfin, je veux dire, c'est dingue quoi de finir un film sur ça. Et en fait, ouais, les personnages féminins quand même souvent, voilà, elles sont pas mal victimisées chez Sammo Hung. Et d'ailleurs, surtout dans les films où joue Joyce Mina Godenzi, qui était son épouse. Bon, il l'avait pas encore rencontré à l'époque de l'exorcisme chinois, donc là, on est un peu hors sujet. Mais en fait, pour dire que, pour de vrai, je sais pas si on peut vraiment parler de misogynie, même si je pense qu'il y a une part, dans le sens où j'ai l'impression que Sammo Hung, il est brutal et sadique avec tout le monde dans ses films. Je veux dire, il n'accorde aucun traitement de faveur selon le genre, on dira. En fait, voilà, c'est pour ça qu'il y a peut-être une forme de misogynie, mais c'est à prendre avec des pincettes parce que, par exemple, on pourrait contrebalancer en disant que Sammo Hung, en tant que producteur, il a aussi été l'initiateur de toute la vague de Girl with Guns dans les années 80. Et contrairement à ce que ce terme pourrait évoquer, le genre à l'origine, c'est pas un genre purement racoleur fait pour que le spectateur mal hétéro se rince l'œil. Ensuite, ça le deviendra avec des productions Wong Jing par exemple, mais dans les premières productions du genre, genre par exemple les Yes Madame, She Shoot Straight, tout ça, donc des films qui ont révélé par exemple pour Yes Madame des actrices comme Michelle Yeoh, ce sont des films qui proposent des personnages féminins qui sont forts et très peu sexualisés à l'écran. En fait, c'est vraiment ces personnages féminins, c'est vraiment l'équivalent des héros d'action type Jackie Chan, Yuen Biao, Sammo ou Donnie Yen. Et d'ailleurs, à ce titre, je me souviens d'une interview de Cynthia Rothrock, donc une actrice martiale occidentale qui a beaucoup joué à Hong Kong et notamment dans l'excellent Shanghai Express toujours de Sammo Hung. Et dans cette interview, elle disait que Sammo Hung, en fait, il ne fait aucune distinction entre un acteur martial masculin et une actrice martiale en fait. Il se révèle aussi exigeant et intransigeant quel que soit le sexe, car ce qui importe pour lui, c'est les capacités martiales, c'est pas le genre. Et il considère qu'un homme et une femme peuvent atteindre le même niveau d'excellence. Après, bon, voilà, j'espère que j'ai pas été trop maladroit en écrabouillant tous les œufs sur lesquels je marchais. Bon, après, ça dépend si ce sont des œufs de poule ou des œufs de canne. Enfin, tu comprendras Non, mais la c'est référence. intéressant parce que ça montre bien la complexité du bonhomme en fait, tout simplement. C'est que c'est quelqu'un de très complexe. C'est quelqu'un de très complexe, beaucoup plus, je pense, qu'un Jackie quelque part peut-être. Peut-être plus complexe qu'un Jackie Chan, notamment soit au niveau de leur approche justement des personnages. C'est vrai que Sammo a beaucoup plus un humour sadique, hein. Ça c'est clair et net par rapport à Jackie. Non, mais Sammo Hung, il a quelque chose de beaucoup plus violent, torturé que Jackie Chan. Ouais, Je c'est pense qu'en évident. plus, je vais pas trop faire psychologie de bazar, mais c'est vrai qu'effectivement, bon, quand on connaît sa jeunesse, qu'effectivement, c'était il avait eu un accident, enfin, à l'école où il était avec Jackie, il avait eu l'accident, puis on lui bourrait la gueule et tout, et qu'il est devenu
il a jamais réussi. Ben, il est devenu le gars qu'on connaît aujourd'hui, imposant, machin et tout. C'est vrai que c'est quelque chose qui a dû pas mal le travailler et tout dans son rapport aux autres, etc. Après, ça fait un peu psychologique bazar dit comme ça, mais c'est quelqu'un effectivement que tu sens qui est même dans son approche du cinéma qui est beaucoup plus rentre dans l'art qu'effectivement Jackie. Jackie, il a un côté beaucoup plus souple. Mais quand je dis souple, c'est pas en termes d'arts martiaux, je parle vraiment dans son approche de la mise en scène, de la narration, etc. Alors que Sammo, il n'hésite pas à y aller bim, franco, quoi. Et même dans les ruptures de ton, je trouve. C'est-à-dire que chez Jackie, quand tu compares avec Sammo, il y a toujours cette idée d'harmoniser l'ensemble, en fait. Notamment dans les films que Jackie a réalisés en solo. Alors que quand tu es avec Sammo Hung, je pense notamment à Well on Mills, même surtout Well on Mills, ou même My Lucky Star, t'as les ruptures de ton qui sont quand même beaucoup plus brutes en fait, beaucoup plus folles, ouvertement folles en fait. Mais d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pu lire sur l'encyclopédie du cinéma de Hong Kong de Emmerich Gounod et Léonard Amara, où en fait, d'une certaine façon, on peut dire que la personnalité de Sammo Hung se répercute totalement sur son cinéma. En fait, son cinéma porte indéniablement sa personnalité et ce qui lui confère une saveur unique, hein, ce que tu disais à l'instant. Et en fait, dans cette encyclopédie, donc en fait dans le chapitre sur Sammo Hung, ils en dressent un portrait donc qui n'est pas forcément flatteur, mais par contre qui est très révélateur de son cinéma. Genre, voilà, je vais citer Sammo Hung, c'est avant tout quelqu'un d'effronté, de grossier et de brutal. Son humeur peut passer de la jovialité à la méchanceté en un clin d'œil. Il n'hésite pas à utiliser ses techniques de combat pour appuyer son discours. Au-dessus de sa lèvre, une cicatrice en forme de demi-lune marque la trace d'un tesson de bouteille avec lequel il a été frappé lors d'une dispute au sujet d'une fille dans une boîte de nuit, etc., etc. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui a une très forte personnalité, une personnalité explosive en fait, et qui se répercute, comme je disais, totalement sur son œuvre. En fait, son œuvre lui ressemble. On pourrait dire que c'est un auteur, mais de toute façon, c'en est un clairement. Hein, mais voilà. Enfin, après, de toute façon, question auteur ou pas. Bon. Voilà, mais bon, voilà, c'était juste pour faire un petit trait d'esprit. Et après, pour revenir donc, sur ce que je disais, juste pour une petite précision, voilà, parce que j'ai quand même envie de chipoter un tout petit peu avec moi-même. Ce que je disais sur la vague de Girl with Guns qu'il a lancée dans les années 80, c'est moins révolutionnaire que ce qu'on pourrait croire, même s'il a vraiment le mérite de l'avoir fait, parce que dans le cadre du cinéma HK, faut se souvenir que dans les années 60, les héros d'action étaient souvent des héroïnes. Que ce soit dans le Wuxia Pian, par exemple, une des figures majeures, ça reste l'actrice Chang Pei-Pei qui jouait l'Hirondelle d'Or, par exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres, voire même dans le cinéma d'action contemporain de l'époque, qui étaient souvent des films de James Bond, donc des Jane Bond, on dira, voilà, avec un aspect très pop. Mais ça avait disparu, ça, à la fin des années 60, début des années 70, avec l'irruption d'un genre beaucoup plus viril, en fait, qui était porté par le cinéma de Shang-Chi. Et ensuite, dans les années 80, Sammo Hung a relancé le Girl with Guns qui a redonné aux actrices de Hong Kong leur lettre de noblesse. Voilà, donc ça c'était une parenthèse, mais voilà, c'était quand même pour nuancer un peu ce que je disais précédemment. Après, voilà, donc je reviendrai donc à ce personnage féminin de l'exorciste chinois, donc le personnage de la femme de Sammo Hung. Voilà, comme je disais, c'est vrai que le plan final, la façon dont elle est punie, c'est quelque chose de très choquant et d'extrêmement violent. Après, voilà, c'est un personnage qui est totalement indéfendable. Elle est montrée comme vénale, fourbe, fausse, manipulatrice. Enfin, c'est une horreur ce personnage. Et donc, même si sa fin est ultra brutale, voire choquante, je dois avouer que ça m'a fait éclater de rire la première fois que j'ai vu le film, tellement c'est outré, quoi. Et ça on sent bien, et c'est pareil dans quasiment tous les films de Sammo Hung. On sent que Sammo il se complaît comme un gamin malpoli à exploser les limites de la bienséance en balançant des vannes qui sont totalement indéfendables et où justement on va rire parce qu'il va trop loin en fait. On va rire parce qu'on va dire non mais il a pas osé. Enfin, je veux dire, et ça c'est quelque chose qui est aussi très courant dans son cinéma, quoi. Ces espèces de comment? Oui, Même vas-y. vis-à-vis de lui-même, hein. Même vis-à-vis de lui-même, je trouve. Oui, comment ça? Je veux dire, même vis-à-vis de lui-même, je le trouve très dur, même envers lui-même, en fait, des fois, dans ses propres films, en fait. Mais pas dur de la même manière, par exemple, que Jackie Chan peut être dur envers lui-même, tu vois ce que je veux dire? Pas totalement, si tu pouvais un peu développer. En fait, Ça Jackie, sans c'est refus. plus, tu vois,
en fait, c'est plus sur la performance physique, alors que Sammo Hung, c'est vraiment vis-à-vis des personnages qu'il a. Même, tu vois, même s'il y a ça aussi chez Jackie Chan, mais je veux dire, chez Sammo Hung, tu sens qu'il y a un côté beaucoup plus, je dirais, nihiliste envers même sa propre personne, en fait, dans la Ah oui, manière oui, qu'il c'est est. clairement, oui, c'est ça, ouais, comme je dis, ouais, on sent clairement qu'il est beaucoup plus torturé que Jackie Chan, ouais. Ça, c'est évident. Et ensuite, pour continuer, voire peut-être même finir, parce que, enfin, il y a énormément de choses à dire sur le cinéma de Sammo Hung, parce que bon, n'oublions pas que Sammo Hung, c'est probablement l'artiste martial, cinéaste, producteur, acteur, etc. et tout, dont la filmographie est peut-être la plus représentative de l'histoire du cinéma hongkongais. C'est-à-dire, je pense qu'on pourrait peut-être dresser une historique de l'histoire du cinéma contemporain cantonné, rien qu'en se basant en fait sur l'œuvre de Sammo Hung. Donc, bien sûr, il y a énormément de choses qu'on n'a pas traitées. Tout comme on aurait aussi pu rentrer peut-être plus en détail sur justement les préceptes taoïstes, la fonction du Fatsi, des Gyonchi, les vampires sauteurs, tout ça. Mais on voit que voilà, on va essayer de faire un épisode pas trop long non plus, donc on va faire l'impasse sur certaines choses. Mais pour terminer, je voulais quand même vite fait parler de la possible influence qu'a pu avoir le cinéma de Sammo Hung, enfin surtout en particulier l'exorciste chinois et le genre qu'il a lancé, donc la Ghost Kung Fu Comedy. Voilà l'influence que ça a pu avoir sur des cinéastes occidentaux assez importants pour les fantasticophiles qui sont Sam Raimi et Peter Jackson. Parce que par exemple, dans l'exorciste chinois, il y a une scène de main possédée et c'est difficile de ne pas penser à Evil Dead 2 quand on voit cette séquence, et je ne serais pas étonné d'apprendre que Sam Raimi justement a vu l'exorciste chinois. Et aussi, je pense que Peter Jackson est un amateur de Kung Fu, de Ghost Kung Fu Comedy aussi, parce que par exemple, quand il a fait Fantôme contre Fantôme, il s'est aussi, je pense qu'il s'est inspiré de Mister Vampire 3. Dans les deux cas, on suit un arnaqueur qui s'adjoint les services de Fantôme afin de monter des petites combines en fait, voilà, de faire croire à des gens que leurs habitations sont hantées pour pouvoir leur soutirer un peu d'argent. Et puis de toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une influence donc justement de ce genre sur ces deux cinéastes, puisque il y a quand même, on y trouve quand même une sensibilité en commun. Voilà, une sensibilité qui va vers une forme de fantastique qui est ultra décomplexée, qui est bourrée de gags, d'idées graphiques, d'énergie, d'inventivité visuelle, et avec une forte influence aussi du langage du cinéma muet, du burlesque, qui est quelque chose qu'on peut retrouver dans du Evil Dead 2, dans du Branded, et aussi bien sûr dans le genre de la Ghost Kung Fu comédie. Ben, en fait, je pense que c'est plus évident parce que de toute façon, on sait que Sam Raimi comme Peter Jackson, c'est comme, en fait, c'est comme, pour prendre d'autres exemples, c'est comme Tony Scott, c'est comme Tarantino, c'est comme Olivier Assayas ou Christophe Gans. C'est des gens qui sont qui l'ont dit, hein, ils avaient été très marqués par l'explosion de la nouvelle vague hongkongaise dans les années 80-90. Hein. Ça se ressent même dans leur cinéma. Hein. Je veux dire, tu prends Darkman, l'intro de Darkman, c'est une redite c'est une reprise du climax du Syndicat du Crime 2, etc. Pareil pour Peter Jackson. Branded, il le dit, il y avait du Jackie Chan dedans. Donc, si tu veux, ça ne me surprendrait pas. Et pour rebondir sur une politique influence, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est quand j'avais découvert My Lucky Star, donc le film de Hong Kong. En fait, t'as toute la scène on va dire, de train, alors c'est pas un train fantôme, mais ça s'y prête, où t'as Jackie qui est déguisé en Dr. Slump, et en fait, en personnage du Dr. Slump, Oui, en Harley, ouais. en Harnell, et en fait, Harley, justement, ouais. il va dans le couloir et il affronte un fantôme, et à un moment, il se retrouve à tirer une balle qui explose la tête enfin, une espèce de faux fantôme. Et en fait, si tu regardes bien, c'est le même gag qui est repris dans Fantôme contre Fantôme, lorsque je crois que c'est Dee Wallace qui tire au fusil à pompe sur l'agent de FBI qui est joué par Jeffrey Combs, et où en fait sa tête elle explose, mais en fait t'as la tête fantomatique qui apparaît en fait. C'est exactement la même idée, le même gag, etc. Pareil. Sauf que ce qui est marrant, c'est que c'est dans un film non fantastique qui finit par avoir une influence sur un film fantastique. Et en plus, un film qui plus est réalisé par Sammo Hung.
Donc non, moi ça m'étonnerait pas, puisqu'en plus, je terminerai dessus, même si on s'éloigne un peu. J'avais appris en faisant des recherches que Jackson avait, je crois que c'est dans les années 90, il avait eu un gros projet de film qu'il considérait comme un hommage au cinéma hongkongais. C'était un gros film d'aventure, d'action, avec qu'il rêvait de faire, qu'il disait c'était sa déclaration d'amour à ce cinéma-là, avec notamment Timothy Dalton en méchant. Hmm. Mais Oui. ça ne s'est jamais fait. Mais effectivement, ouais, donc ça. Mais d'ailleurs, Peter Jackson, il a rendu son petit hommage au cinéma hongkongais dans Forgotten Silver, d'ailleurs. Oui, avec justement l'idée que en fait le Colin McKenzie est le réalisateur également qui est donc le réalisateur fictif convoqué dans Forgotten Silver, qui aurait été littéralement le gars qui aurait inventé les films de kung-fu. Les premiers films de kung-fu, ce serait lui qui les aurait fait au temps du muet. Je trouve génial, ouais. Mais même tu prends, sans aller jusqu'à même dans le Seigneur des Anneaux, qui est pourtant un truc de fantaisie occidentale, dans les quelques imageries fantastiques, t'as effectivement des trucs qui peuvent s'apparenter au moins plutôt ce qu'on pouvait voir du côté de HK. Je me souviens quand on avait visionné avec mes anciens colocs Histoire fantôme chinois, ils s'étaient posé la question de savoir, parce que lors du climax avec les armées, si effectivement Jackson il ne l'avait pas eu, parce qu'il trouvait que ça faisait très Seigneur des Anneaux en fait. Toute la partie dans le Retour du Roi avec les espèces de guerriers fantômes, il trouvait qu'il y avait effectivement ça ressemblait beaucoup en fait. Donc, mais moi, ça m'étonnerait pas. Après, c'est plus que sûr qu'il soit fan de cinéma hongkongais, donc on le sait, mais par extension, je pense qu'il a dû, comme aussi bien Sam Raimi, Gans, Assayas et tous ces mecs-là, il a dû vraiment tout voir, moi je pense. J'en suis persuadé. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait persuadé, qu'il ait vu ces films-là, en particulier de Sammo Hung, etc., qu'il devait être tellement fan de Jackie Chan qu'il a dû se renseigner obligatoirement sur Sammo Hung, tu vois ce que je veux dire, et non par extension voir ces films-là, quoi. Après, Assayas, ça se voit un peu moins quand même. Oui, on est d'accord. Mais je voulais te citer parce que ça se voit aussi par rapport à ses choix de casting, etc. Mais disons que le ton de ces films, non, ça n'a rien à voir. Mais je voulais le citer quand même parce que ça faisait partie de cette vague-là de réalisateurs cinéphiles qui justement avaient au même titre que Tarantino, etc. Ils ont tous, comme tous, c'était l'époque. Hein. Là, on quitte carrément le sujet. On est dans la nostalgie, la nostalgie HK vidéo. Mais c'est vrai que c'était cette époque-là où tous les cinéastes essayaient de voir ou de s'inspirer de ce cinéma-là. Hein. Avant de passer à des petites recommandations, nous allons dire où est-ce qu'on peut voir ces films, où est-ce qu'on peut les trouver, les exorcistes chinois. Écoute, ça va être parce que bon, comme pas mal de films qu'on a chroniqués, c'est assez compliqué, même si ça commence effectivement à se décoincer. Pour le premier, donc vous pouvez le trouver en Blu-ray chez Eureka, donc sous son titre international Spooky Encounters of a Spooky Kind. Donc il est disponible en Blu-ray chez Eureka. Et pour le 2, malheureusement, rien de prévu. Donc encore une fois, il faut se tourner vers les vieilles éditions de chez HK Vidéo. Oui, parce que HK Vidéo, ils avaient sorti, il me semble, en 2004 ou en 2005, un coffret avec les deux exorcistes chinois. Alors c'est vrai que c'est assez difficile de le trouver, mais de temps en temps, sur certains sites, peut ressurgir d'occasion à des prix plus ou moins abordables. Et le premier, oui, comme tu disais, il est disponible chez Eureka. D'ailleurs, je possède un exemplaire de cette édition et si vous êtes anglophone et que les sous-titres anglais ne vous gênent pas, j'aurais tendance à vivement conseiller cette édition puisque la copie est absolument magnifique. Vraiment, mais de toute façon, comme la plupart des éditions Eureka et 88 films aussi de films asiatiques, ce sont de films hongkongais principalement, ce sont vraiment des éditions qui m'ont fait redécouvrir certains films. Et c'est avec ces éditions, des fois, que je me suis rendu compte que ces films sont vraiment très beaux visuellement, très soignés. Par exemple, je pense à un truc comme l'édition de Eastern Condors, où, bon, je vais encore un peu divaguer, mais on n'est plus à ça près, où sur les précédentes éditions, il y avait des séquences, par exemple, un peu nocturnes en nuit américaine, qui me paraissaient un peu dégueulasses visuellement, même si j'adore le film. Hein. Par exemple, quand j'avais vu sur les éditions VHS ou DVD, et puis là, l'édition sortie chez Eureka, m'a fait vraiment revoir ces séquences et non, les films de Sammo Hung, contrairement à beaucoup d'autres films hongkongais de la même époque, ce sont des films qui sont extrêmement soignés en termes de photos, en termes de direction artistique et qui méritent vraiment d'être vus dans les meilleures conditions. Et donc maintenant, nous allons passer à des petites recommandations
donc soit liées à Sammo Hung, soit liées à la Kung Fu comédie. Voilà. Donc si tu as une recommandation à partager, vas-y, on t'écoute. Alors, ça va te faire rire, mais c'est pas une recommandation alors c'est une recommandation un peu bizarre. Puisque ça paraît pas lié, mais en fait si. Enfin, c'est un peu compliqué. En fait, c'est en me concentrant en voyant le premier Exorciste chinois, en écoutant la BO. En fait, j'avais été très marqué parce qu'on le sait, hein, il n'y a pas vraiment de BO originale dans les films hongkongais de cette époque, ou du moins c'est très compliqué. Donc c'était beaucoup de la theme track, ce qu'on appelle la theme track. C'était un mélange des deux en fait. Il y avait de la theme track, mais aussi des morceaux composés par Frankie Chan, qui était aussi artiste martial qu'on voit dans Prodigal Son et compositeur des films de Wong Kar-wai quelques années plus tard. Mais c'est vrai que les compos de Frankie Chan, ça mélangeait des compositions personnelles et des morceaux de theme track, oui, effectivement. Alors j'allais y venir justement, et en fait dans Spooky Kind, je me disais, mais attendez, les BO je les connais, tu vois ce que je veux dire, je me disais, attends, mais c'est pas possible, il y a un truc, et en fait, en vérifiant, donc j'ai vu qu'effectivement ils avaient utilisé une partie de la BO de Fantasme de Don Coscarelli, mais oui, justement dans le film. Et en fait, donc Marocco, c'est justement la chaîne YouTube qu'on a parlé, la maison du cinéma asiatique. Je vous conseille vraiment de vous y abonner. On vous conseille vraiment de vous y abonner. Et je vous recommande plus particulièrement la vidéo qu'il a fait sur la musique dans le cinéma hongkongais, qui explique pas mal de choses justement. Et en fait, donc c'est un peu une reco un peu bizarre par rapport au sujet, mais voilà, c'est le fait m'être concentré sur la musique, me dire attention, mais ça évoque quelque chose. Voilà, donc je me suis dit, en plus elle contribue mine de rien bien à l'ambiance, je trouve, cette espèce de mélange, tu vois, avec beaucoup d'humour, mais en même temps la musique horrifique qui apporte justement un vrai plus-value à l'ensemble et à l'atmosphère des scènes, donc même si elle provient de films ultérieurs, mais en tout cas voilà, donc juste pour vous dire, donc, ma petite reco, la chaîne La Maison du Cinéma Asiatique, et plus particulièrement la vidéo qu'il a consacrée aux musiques dans le cinéma hongkongais, qui explique très très bien toute l'histoire de la musique dans le cinéma de l'archipel, et justement son attrait très atypique. Voilà. Oui, c'est une excellente recommandation. Et donc moi de mon côté, ma recommandation, ce sera un autre film fantastique réalisé par Sammo Hung, même réalisé par Sammo Hung et co-réalisé par Lo Wei, donc le réalisateur de pas mal de films de Bruce Lee. Et c'est un film, alors je précise d'avance que c'est un Sammo Hung qui est quand même relativement mineur. Faut pas s'attendre à une réussite majeure, hein, comme l'Exorciste chinois 1 et 2, mais ça reste un film tout à fait sympathique qui se nomme Spooky, qu'il a réalisé à la fin des années 80, il me semble en 1988. Ce film a la particularité d'être, il me semble, avec Moon Warriors, c'est le seul film réalisé par Sammo Hung dans lequel il ne joue pas. Par contre, voilà, c'est quand même un très beau casting avec justement son épouse Joyce Mina Godenzi, qui est une artiste martiale d'exception. Dans ce film, on trouve aussi, entre autres, parce que j'ai pas tous les cités, parce qu'il y a énormément de grands noms du cinéma hongkongais dedans, mais on retrouve aussi Richard Ng, je ne sais pas le prononcer, je m'en excuse, qui est l'homme le plus drôle du monde, à mon avis. Si vous avez vu, par exemple, Shanghai Express, c'est l'acteur qui joue le rôle du type qui trompe sa femme et qu'on voit courir sur le toit du train pour aller rejoindre sa maîtresse. Et en fait, c'est un acteur à qui on doit énormément de séquences de comédie parmi les plus drôles du cinéma de Hong Kong. Et dans ce film, il y a des grands moments Richard Ng, et rien que pour ça, j'aurais tendance à le conseiller. Et en fait, Spooky, donc ça peut faire penser à une Ghost Kung Fu comédie. Mais ceci dit, il y a quand même moins de kung-fu que dans un exorciste chinois. En fait, c'est un film fantastique qui, encore plus que les exorcistes chinois, qui affiche ouvertement ses influences occidentales. C'est-à-dire que, par exemple, Spooky, c'est un film sur, je dirais que toute la première partie du film est, en termes de structure, une sorte de décalque des Dents de la Mer, mais en version comique, pour ensuite partir sur une sorte de fusion entre l'Exorciste et Evil Dead 2. Donc là, vraiment, on sent le film, comme on disait tout à l'heure, de fantasticophile, en fait, qui paye son tribut à des films qui l'ont marqué, mais tout en posant quand même sa très forte personnalité, qui font que ça ressemble
pas un décalque de Jaws, même si la structure est la même, et ça ressemble quand même surtout à un film de Sammo Hung, car toutes les caractéristiques en termes de ton, en termes d'humour, on les retrouve dans ce spooky qui, comme je disais tout à l'heure, n'est pas forcément le Sammo à voir en priorité, mais genre si vous avez vu la plupart de ces films majeurs et que vous voulez encore découvrir du Sammo Hung, il y a de très belles choses dans ce film que j'aurais tendance à conseiller et qui est très difficile à trouver, mais il y a des copies de qualité relativement mauvaises, mais on fait avec ce qu'on a. Qui sont disponibles sur YouTube. Après ces recommandations, nous allons nous quitter sur, comme d'habitude, sur une musique de film. Alors, Johan, quelle musique as-tu choisi pour terminer cet épisode? Eh ben écoute, ce sera tout simplement le rap de Wuma que ce dernier chante dans Histoire de fantôme chinois de Ching Su-tung et Tsu Ark. Mais oui, enfin, c'est génial ça, oui. Une petite séquence d'anthologie, c'est toujours un plaisir. Donc, sur ce rap du taoïste, on vous dit à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Allez, ciao. Ciao. Yann Rando